Donc il y a eu un gros scandale quand finalement ça a éclaté et qu'on l'a découvert. Et finalement on s'est dit, ah on a mangé des produits locaux et qui venaient juste à côté de chez nous de saison. Et en fait on s'est intoxiqué à la dioxine pendant 15 ans. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Cette semaine, je reçois Cléa Cuisine. Blogueuse et autrice, Cléa s'est toujours passionnée pour l'alimentation végétale. C'est lorsqu'elle s'est installée au Japon, en 2005, qu'elle a ouvert son blog de cuisine, l'un des premiers en France. Presque 20 ans plus tard, Cléa est toujours autant passionnée par l'alimentation et son souhait est aujourd'hui le suivant: accompagner celles et ceux qui le veulent vers une alimentation plus végétale, dans la bienveillance et la douceur. Avec Cléa, nous essayons de comprendre pourquoi il est encore si compliqué de végétaliser nos assiettes. Quelles sont les motivations des personnes les plus réfractaires au changement? J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Cléa. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Je suis ravie de te rencontrer après tant d'années à t'avoir suivi, aussi bien à l'écrit, puisque j'ai lu et acheté pas mal de bouquins, ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler d'alimentation, on va parler de cuisine, tout ce que tu sais faire et que tu maîtrises. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cléa. J'ai une quarantaine d'années. Ça fait bientôt 20 ans que je tiens un blog de cuisine qui s'appelle Cléa Cuisine. Et j'ai écrit, je pense, une bonne trentaine de livres de cuisine végétarienne avec des ingrédients bio, publiés principalement aux éditions La Plage et Terre Vivante. Et comment est-ce que tu en es venue à t'intéresser à l'alimentation végétarienne il y a maintenant 20 ans? Ouais, même un peu plus que ça en réalité. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où l'alimentation avait une bonne place. J'avais une maman qui cuisinait vraiment au rythme des saisons. On allait acheter des légumes chaque semaine à la ferme. On mangeait que des choses vraiment de saison. Et puis déjà à l'époque où c'était vraiment, vraiment précurseur, elle allait de temps en temps faire des courses dans un petit magasin bio. Il n'y avait pas grand-chose, mais on découvrait de temps en temps des ingrédients comme ça que personne ne connaissait. Je pense que Jeanne, tu as eu un peu ce genre de découverte aussi à 8 ans de découvrir des grumeaux de lait de soja au fond de ton bol de cornflakes. C'est pas forcément hyper séduisant à l'époque. C'est ça. À ce moment-là, mais finalement, on y prend goût. Et puis, je pense que j'ai toujours bien aimé la regarder cuisiner et faire avec elle. Donc, assez vite, je me suis mise à tenir des petits carnets où je notais mes recettes, où je faisais un petit dessin à côté. Donc, j'aimais bien toujours avoir une nouvelle recette pour pouvoir faire une nouvelle page dans mes carnets. C'était mon pré-blog. Et donc, ça m'a jamais quittée. Enfin, j'ai toujours bien aimé ça. Et puis, finalement, les choses se sont un peu accélérées quand j'avais 17-18 ans à peu près. Il y a eu, là où j'habitais, en Savoie, un scandale. On a appelé ça le scandale de la Vallée Noire à l'époque. Il y a eu une usine de traitement des déchets qui émettait de la dioxine. En fait, apparemment, les politiques et pas mal de gens le savaient depuis très très longtemps, mais ça n'avait pas été stoppé. Donc il y a eu un gros scandale quand finalement ça a éclaté et qu'on l'a découvert. Et finalement, on s'est dit, ah, on a mangé des produits locaux et qui venaient juste à côté de chez nous de saison. Et en fait, on s'est intoxiqué à la dioxine pendant 15 ans. Donc grosse prise de conscience à ce moment-là. On s'est dit qu'on allait un peu plus encore aller au magasin bio, acheter des produits certifiés, vérifiés. Et c'est un peu à ce moment-là que je suis devenue davantage végétarienne, sachant que j'ai jamais été trop attirée par la viande. C'était une sorte de dégoût. Je pouvais consommer un peu de temps en temps, mais j'étais vraiment pas attirée. Et là, je me suis dit, en fait, au-delà de ça, il y a quelque chose d'écologique et quelque chose qui me plaît vraiment pas dans le fait de consommer trop d'aliments carnés. Par contre, j'avais très envie à l'époque, la cuisine végétarienne, c'était pas super fun, c'était un peu austère. Et il n'y avait pas beaucoup de livres. J'avais vraiment envie de découvrir des choses, de m'amuser un peu avec ça. Donc je me suis pas mal amusée à prendre les bouquins un peu classiques qu'on avait à la maison, puis à végétaliser les recettes.
Je fréquentais aussi un magasin bio où on nous informait sur les nouveaux ingrédients. À l'époque, on a découvert l'agar-agar, on a découvert la purée d'amande. Enfin, c'est des choses qu'on connaissait pas avant, qu'on savait pas comment utiliser en cuisine. Donc, je m'amusais à comment cuisiner de la purée d'amande, de l'agar-agar. À cet âge-là, c'est ça qui a fini par remplir un peu mes carnets. T'as exploré en fait. Je me suis un peu amusée avec ça. C'était vraiment une passion. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir vivre 2 années au Japon dans le cadre de mes études et puis de mon travail après au début. Et là-bas, je n'ai pas emmené mes livres de cuisine ni mes carnets. Et puis je me suis retrouvée devant des ingrédients que je ne connaissais pas. Je savais plus quoi faire. J'avais perdu tous mes basiques, tous mes repères. Et du coup, je suis allée voir sur Internet. C'était un peu le début de la cuisine sur Internet. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les forums. Le début des sites comme Marmiton, Super Toinette, les vieux tromblons de la cuisine sur Internet, qui étaient vraiment pas ce qu'ils sont maintenant. Il n'y avait pas de publicité. C'était vraiment une communauté de gens qui avaient envie de parler de la cuisine. Et je trouvais ça très sympa. Donc je piochais des idées à droite à gauche. Et c'est là, sur le forum de Marmiton, que j'ai découvert l'existence des blogs en 2004. C'était vraiment le frémissement, les tout premiers blogs en anglais, puis 1 ou 2 en français qui parlaient de la cuisine. Et je me suis dit, génial, en fait, moi je cherchais, j'ai toujours aimé explorer la manière de transmettre les recettes, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir comment ça fonctionne de l'intérieur un blog. Du coup, je vais créer le mien pour m'amuser, ce qui avait du sens parce que j'ai la plupart de mes amis et de ma famille qui étaient contents de suivre mes aventures à distance. Donc comme ça, je leur envoyais le lien du blog. Et puis, moi, ça me motivait, ça me stimulait pour tester des nouvelles recettes. Donc en l'occurrence, plutôt japonaises. Comme ça, j'avais remarqué que sur Internet, c'était très compliqué à l'époque en français de trouver des recettes de sushi, de plats japonais, etc. Je me suis dit, tiens, je vais les mettre à disposition des gens, prendre une petite photo sur mon tatami. Donc c'était vraiment c'était juste pour m'amuser. Et puis je suis rentrée 6 mois plus tard en France, et là je me suis dit je vais arrêter parce qu'en fait j'ai plus mes ingrédients japonais, j'ai plus ma ligne éditoriale, elle est fichue, c'est mort. Et en même temps je m'étais fait un peu des amies blogueuses virtuelles. On était une quinzaine à l'époque à bloguer en français sur la cuisine, c'était vraiment le tout début. Et je les ai rencontrées en rentrant, je me suis dit c'est des chouettes personnes, non j'ai envie de continuer, ça m'amuse, c'est chouette. Et je suis du coup revenue à mes premières amours qui étaient la cuisine bio avec ces ingrédients un peu inconnus, plutôt végétaux, etc. Et j'ai continué sur cette ligne éditoriale-là. Et là, ça a bien fonctionné parce que aussi la mode des blogs a pris. Donc en étant dans les premiers, on est forcément sur le haut de la vague quelque part, quand en tout cas on fait les choses avec passion. Et puis du coup, j'ai été contactée par un éditeur et après ça s'est enchaîné, quoi. Et depuis, ça continue de s'enchaîner, même si tu as un travail à temps plein en parallèle, mais tu continues, ton blog existe toujours. Est-ce qu'on peut retrouver sur ton blog ces recettes du Japon ? Oui, tout est là. Même les choses honteuses sont là. Si on remonte par ordre chronologique, il y a tout. Toutes les archives sont là. Tout est là, même le gâteau vert au thé matcha cuit dans mon cuiseur Harry de l'époque. Et semi-micro-ondé, je pense qu'il est là, ouais. Génial. Et alors, le premier bouquin que tu as écrit, c'était pour quel éditeur et c'était sur quelle thématique ? Alors justement, c'était en lien avec le Japon, puisque c'était les éditions La Plage à l'époque. Ils faisaient déjà des livres de cuisine végétarienne avec des ingrédients bio depuis très très longtemps. Je pense bien au moins plus de 10 ans à l'époque. Et l'éditrice Laurence Auger, la fondatrice des éditions La Plage, elle est très avant-gardiste. Elle a beaucoup le nez pour voir ce qui allait venir chez nous. Et elle se disait, tiens, il y a un truc peut-être qui va se passer avec l'agar-agar. Et elle s'est rendue compte que c'était un ingrédient d'origine japonaise, que les Japonais cuisinent depuis très longtemps, maîtrisent parfaitement, à la fois en termes de nutrition et de comment l'utiliser dans la cuisine. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est l'agar-agar ? Ouais, l'agar-agar, c'est une algue en fait, une algue rouge, qui est assez abondante au Japon, mais il y en a aussi sur les côtes chez nous, en Bretagne, dans les Landes. Et donc elle est réduite en poudre, et on peut utiliser cette poudre comme un gélifiant végétal qui permet de totalement remplacer la gélatine qui est à base d'os de porc ou de bœuf. En tout cas, c'est d'origine animale. Donc c'est un gélifiant végétal qui permet de faire des panna cotta, des crèmes dessert, des terrines, des confitures, tout un tas de choses. Et moi, j'avais une expérience avec l'agar-agar. J'avais publié pas mal de recettes sur mon blog, elle s'en était rendue compte. Et donc elle m'a dit, tiens... comme tu connais bien le Japon et cet ingrédient, est-ce que tu voudrais pas nous faire un petit livre de 30 recettes autour de l'agar-agar, ce que j'ai fait. Et donc, comme ça a bien fonctionné, on a continué après. Et vous travaillez toujours ensemble ? Un petit peu, les éditions La Plage. Je travaille plus avec Terre Vivante maintenant, mais je fais aussi beaucoup moins de livres de cuisine qu'avant. Et au Japon, l'agar-agar, ils l'utilisaient dans quelles recettes, par exemple ? Alors, ils l'utilisent dans des recettes de desserts
très gélifié, notamment l'été, il fait extrêmement chaud en Japon, et en Asie, comme tu le sais. Et donc, pour se rafraîchir pendant la saison des pluies, et la saison où il fait très très chaud, ils font des gelées, quasiment qu'avec de l'eau, du sucre ou un peu de fruits ou un peu de haricots rouges. Voilà, ils appellent ça des yokan, où il y a d'autres noms de spécialités comme ça, un peu dérivés de ça. Donc c'est vraiment des gelées rafraîchissantes, mais ils l'utilisent surtout sur le point de vue santé, parce que c'est connu un peu comme un produit de régime qui va permettre d'avoir une satiété assez rapide, et les Japonaises, faisant très attention à leur ligne, elles sont assez friandes de ce genre d'ingrédients. On en glisse une cuillère à café dans un thé par exemple, et on le boit directement, et non, c'est censé remplir un peu l'estomac. Voilà. Donc ça a cette réputation-là au Japon. D'accord, je l'ignorais. Et toi, aujourd'hui, quel est ton rapport à l'alimentation végétale, végétarienne ? Est-ce que ça a évolué depuis le moment où tu as écrit ce premier ouvrage ? Ouais, je pense pas mal. Alors, j'ai été assez peu... Enfin, je suis pas végétarienne au sens strict. Je suis plutôt flexitarienne. Disons que je mange pas du tout de viande, mais je peux m'adapter sur le poisson. Et ça a un peu toujours été comme ça. Par contre, j'ai toujours considéré que la viande et le poisson, on en consommait trop dans le monde dans lequel on vit, dans notre société, et qu'il y a déjà pléthore de recettes à disposition. Et donc, moi, je m'évertue vraiment à proposer tout ce qui pourrait prendre un peu plus de place et qui n'est pas assez proposé, c'est-à-dire toutes les alternatives végétales. Oui, il y a des périodes de ma vie où j'ai consommé un peu plus végétarien ou un peu moins. Là, à l'heure actuelle, je suis vraiment sur une alimentation végétarienne à tendance végétale pour des raisons écologiques. Parce que j'ai vraiment, au fil du temps, eu une prise de conscience renforcée autour des problématiques de l'élevage, autour du réchauffement climatique, évidemment. J'ai eu aussi une grosse phase d'éco-anxiété, je pense, qui a commencé il y a 6 ou 7 ans, peut-être quelque chose comme ça, où je me suis dit, mais vraiment, il faut que ça bouge plus vite et davantage. Et du coup, je me suis dit que moi aussi, dans mon alimentation, quitte à montrer l'exemple, il fallait que j'explore encore davantage de pistes végétales. Parce que finalement, c'est un peu facile de faire de la quiche avec des œufs et du fromage, mais il existe d'autres choses. Même si on ne consomme pas de viande, on peut encore faire un petit peu mieux. Donc, comme j'avais la chance d'avoir cette audience-là qui me suit, je me suis dit, si je peux influencer dans un sens, j'ai envie que ça ait vraiment cet impact-là, quoi. Et c'est justement le résultat que tu as obtenu. Est-ce que tu as réussi à influencer ou en tout cas à pousser certaines personnes à découvrir ces alternatives ? Alors, je pense, oui, j'espère. C'est les retours que j'ai, même si j'ai assez peu de retours finalement par rapport à la masse d'informations que j'envoie dans la nature, la quantité de recettes, de pages de livres, etc. Que j'écris, finalement les retours, il y en a assez peu, mais quand il y en a, c'est dans ce sens-là. C'est des gens effectivement qui me remercient, d'avoir découvert tel ou tel ingrédient, du coup ça leur a permis de varier davantage leur alimentation, notamment de manger moins de viande, moins de poisson. Et puis depuis 2 ans, je propose aussi une sorte de coaching personnalisé pour des personnes qui ont envie de changer mais qui n'y arrivent pas, pour essayer de mettre le doigt sur le déclencheur, sur la chose qui va pouvoir les aider dans leur cas, dans leur situation en particulier. Moi, j'aime vraiment ces échanges face à face où je peux m'adapter à la personne. Et là, je me sens hyper utile justement d'arriver à les emmener vers ce truc vers lequel ils veulent aller, mais il y a des contraintes logistiques, familiales, sociales et autres qui font qu'ils n'y arrivent pas. Et là, on y arrive, et là, ça, c'est super, parce que je me sens vraiment à ma place de faire ça, ouais, pour le coup. C'est intéressant, cette approche coaching, justement, pour aider les gens à mener à bien. C'est un bien grand mot, coaching. Hein. C'est un peu un mot à la mode et tout ça. Moi, j'ai pas de formation de coach. Par contre, ça m'a pris pendant le 2e confinement en 2020, où je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un truc utile à faire. Et les gens, à l'époque, les restaurants étant fermés, cuisinaient beaucoup chez eux. Et j'avais beaucoup d'appels à l'aide, entre guillemets, dans ma boîte mail, me disant... on n'arrive pas à cuisiner à la maison, là on ne sait pas quoi faire, on voudrait, en plus on a compris que l'écologie c'est important, etc. On voudrait manger autrement, mais on n'y arrive pas. Et je me suis dit, ok, on s'appelle et on en parle. Et voilà. Et quels sont les plus grands freins que tu as pu observer C'est vraiment beaucoup des constructions sociales, c'est-à-dire que la viande est attendue sur la table. Bien souvent, quand c'est familial, quand les personnes ont un foyer avec plusieurs personnes, il y en a au moins une ou plusieurs qui... il leur faut la viande parce que c'est comme ça. Ils ont appris que c'était ce qu'il leur fallait pour ne pas avoir faim, pour grandir, se fortifier. Aussi, c'est ce qu'ils aiment parce que ça leur fait plaisir. C'est des gens qui n'ont pas forcément conscience qu'on mange trop de viande, de manière générale, à la fois pour la santé et pour la planète.
Et donc, il y a des fois une personne dans le foyer qui veut bouger. Parfois, c'est madame, parfois, c'est monsieur. Il n'y a pas de stigmatisation là-dessus. Mais en tout cas, il y en a souvent une qui veut bouger et les autres pas. Et du coup, c'est hyper difficile d'entraîner tout le monde parce que ça va se plaindre, évidemment. Si on leur fait des boulettes de lentilles, c'est moins bon que leur steak dont ils ont l'habitude en plus. Déjà, changer, c'est difficile. Mais en plus, changer pour quelque chose, il faut le vouloir pour changer. Donc si c'est imposé de l'extérieur et que ça paraît moins bon, entre guillemets, parce qu'au début, c'est toujours moins bon puisque c'est différent. Et évidemment, le végétal, c'est pas comme l'animal, on va pas se mentir, c'est différent. Donc il faut y aller petit à petit et il faut avoir envie d'y aller. Donc quand c'est une personne comme ça qui est toute seule au sein de son foyer, et c'est vraiment beaucoup ça, les personnes qui me contactent, souvent elles vont être amenées à cuisiner un peu, ou alors à confier la cuisine de la viande aux autres personnes et à cuisiner davantage de choses pour elles qui vont peut-être donner envie au bout d'un moment. Enfin, c'est long, c'est des processus qui sont longs, il y a des étapes. Mais c'est vraiment beaucoup ce que je vois, c'est beaucoup d'idées reçues sur le fait que c'est la viande qu'il nous faut pour carburer. Et aussi le fait que les gens ne savent pas quoi cuisiner d'autre et risquent de se retrouver avec pas grand-chose dans l'assiette, ou alors c'est vraiment pas fun, ça va être riz-carotte et on ne sait pas quoi faire d'autre. Et du coup, il y a un blocage, quoi. Est-ce qu'il y a aussi une appréhension, tu sais, par exemple, de manquer de quelque chose, de protéines, de fer ou je ne sais quoi, et de ne pas savoir équilibrer son assiette? Il y a beaucoup le manque d'informations parce qu'on n'est pas éduqué à ça, sur comment on remplace les protéines animales, puisque les protéines végétales existent. Voilà, ça peut très bien se remplacer en grande partie. Et puis, l'appréhension sur la carence, elle existe, notamment chez les personnes sportives, chez les personnes qui n'ont pas finalement tant que ça envie de bouger, qui aimeraient qu'on leur dise « ouais, vous avez raison, en fait, je ne changeais rien ». Après, moi, je leur explique toujours que dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas vraiment être carencé. On mange trop, en général, par rapport à nos besoins. Et puis, on manque de rien quand on compare à certaines populations dans d'autres pays. S'inquiéter de nous pour des carences, c'est presque un petit peu... Voilà, c'est bien d'être suivi médicalement de temps en temps, de faire une analyse, de vérifier que tout va bien. Mais moi, pour être végétarienne depuis depuis presque ma naissance, je vois que c'est possible. Donc je leur dis, voilà, c'est... Mais c'est aussi parce que depuis le plus jeune âge, à l'école, pour peu qu'on déjeune à la cantine, on nous sert quand même des plats carnés, on a toujours une viande, des féculents, des légumes. Et donc c'est aussi cette construction sociale, comme tu le disais, qui nous poursuit à l'âge adulte et même au moment où on a envie d'établir ces changements. On est formé à ça, c'est le modèle, hein. Bon, c'est en train de changer un petit peu, mais on se rend compte combien c'est difficile. Les cuisiniers dans les cantines scolaires ne sont pas formés au végétal. Donc quand ils servent le repas végétarien de la semaine, souvent les enfants se plaignent que c'est pas bon. Espèce de galette de mélange de pois chiches, lentilles, épeautres, fromage râpé, ça leur a pas trop plu. Et du coup, ils veulent plus en entendre parler, ils préfèrent les nuggets et les poissons panés. Oui, on les comprend. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est long. Et à mon sens, à mon goût, ça va pas assez vite. Donc ça me désespère un petit peu parfois. Mais j'essaie de faire ma part. Parce qu'on a du mal à rendre la cuisine végétale attractive, séduisante? Je pense que la cuisine végétale attractive et séduisante, elle existe. Par contre, elle n'est pas à la portée de tous. Elle est à la portée de personnes déjà qui ont le budget pour aller, par exemple, s'acheter des ingrédients dans les magasins bio, qui ont le temps pour changer de cerveau culinaire. Ça prend du temps et des efforts et de l'énergie, des ressources qui, voilà, si on n'a pas ce temps-là et cette disponibilité d'esprit, c'est juste pas accessible. C'est pas très accessible. Il faut un budget. Moi, je considère qu'on peut manger végétarien en faisant des économies par rapport à un régime carné, mais néanmoins, il faut avoir les bonnes infos. Il faut être allé les chercher, il faut savoir où aller les chercher. Et tant qu'on ne nous apprend pas ça à l'école et que c'est pas dans toutes les cantines la base, il y a des personnes moins pourvues qui n'iront jamais les chercher. C'est pas possible. Donc on retrouve quand même une certaine fracture sociale au final sur ces sujets-là. Ouais, c'est désolant parce qu'en fait, on pourrait tous faire des économies en mangeant mieux pour notre santé et mieux pour la planète. Ça, j'en suis vraiment convaincue, sans que ça soit austère du tout. Est-ce que tu as fait des ateliers un petit peu de sensibilisation au sein d'écoles, par exemple, où tu t'es entretenue avec des écoles J'ai essayé un petit peu quand ma fille était en maternelle, en primaire, etc. J'ai eu l'occasion de faire quelques petits ateliers. J'ai vu combien même les personnes assez privilégiées socialement étaient à des lieux d'avoir envie de changer d'alimentation.
Par contre, les enfants, ça les intéresse toujours beaucoup et je suis persuadée que ça peut commencer par l'école, que le changement peut s'initier par là. Ils sont hyper curieux. Quand on leur explique quelque chose par rapport à l'écologie, ils comprennent tout de suite que c'est hyper important pour eux et ils veulent à tout prix le mettre en pratique. Donc, il faut absolument qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Ça va bouger, c'est certain. Et toi qui es parmi les précurseurs, en tout cas dans ce domaine-là, tu as observé, j'imagine, le développement de marques un petit peu engagées qui proposent des alternatives végétales, par exemple des steaks végétaux, etc. Et qu'est-ce que tu en penses? Quel est le regard que tu portes là-dessus? Est-ce que finalement c'est une bonne solution ou ça ne va pas forcément reconnecter les gens à leur alimentation? Je suis partagée, je pense que c'est bien parce que si ça permet de remplacer le poulet une fois sur deux dans l'assiette d'une personne qui n'a pas trop le temps de cuisiner et qui trouve que ces produits-là sont OK pour elle, eh ben tant mieux, quelque part. Après, bien souvent, il y a des marques qui travaillent extrêmement bien, qui peuvent faire des saucisses de tofu par exemple, avec des ingrédients hyper clean, ça va juste être du soja, un peu de sauce soja, quelques épices, c'est super bien. Par contre, bien souvent, notamment quand les produits ne sont pas bio, mais même parfois quand ils sont bio, les listes d'ingrédients sont hyper longues, c'est des produits ultra transformés. Et donc moi, avec un impact? Avec un impact sur l'emballage, et puis même sur la santé. Les produits ultra transformés, on le sait, avec le cracking des aliments, qui consiste à éclater un ingrédient basique pour ne garder par exemple que la protéine ou ce genre de choses. Ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur le fait qu'on comprend plus ce qu'on mange et que du coup on est un peu dépossédé. Moi je plaide vraiment pour l'autonomie, pour que les gens comprennent, et les infos comprennent, aillent sur des ingrédients vraiment basiques, sachent les transformer et du coup maîtrisent le processus de A à Z, même s'ils ne font pas pousser leurs lentilles. En tout cas, ils comprennent qu'il n'y a pas forcément besoin justement d'acheter ce genre de choses pour végétaliser son alimentation. Après, c'est quand même bien que ces marques-là existent parce que ça montre qu'il y a de la demande et qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est quand même une bonne preuve de changement. Et puis les gens souvent ont besoin d'en passer par cette étape-là, et puis après ils se rendent compte qu'effectivement ils lisent les étiquettes, ils se disent là je comprends pas ce qu'il y a dans ce produit et c'est peut-être pas super ok de jeter tous ces emballages tout le temps, et après ils passent peut-être à l'étape d'après. Donc si c'est une première étape, oui, ça peut mettre le pied à l'étrier. Ouais, c'est un moindre mal, c'est pas mal. Et alors je te demandais tout à l'heure si ta vision avait évolué. Alors tu l'as dit, tu as une certaine prise de conscience écologique, même si tu avais été sensibilisée plus jeune. J'imagine que aussi la crise climatique s'aggravant, ça n'a pas diminué. Peut-être en ayant un enfant aussi, ça nourrit l'anxiété. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu as ton potager? Est-ce que tu essayes d'être en autosuffisance ou comment est-ce que tu consommes? Alors, pas du tout en autosuffisance, mais c'est vrai que mes parents jardinaient pas du tout parce qu'ils adoraient passer du temps en montagne et ils considéraient que jardiner ça allait leur prendre sur ce temps-là qu'ils voulaient aller passer à faire du ski ou à marcher en montagne. Donc j'ai jamais grandi là-dedans. Par contre, du coup, je me suis intéressée assez tard au potager et effectivement, c'était lié à cette éco-anxiété qui m'a submergée à un moment donné. J'ai compris que pour sortir de ça, il fallait déjà arrêter que les pensées tournent dans la tête en mode petit vélo et passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Donc j'étais déjà dans l'action en partageant des recettes qui allaient dans ce sens-là, mais j'ai eu besoin de faire plus aussi à mon niveau, au niveau de mon habitation, au niveau de apprendre à passer de la graine à l'assiette quelque part. Donc je me suis mise au potager, mais je l'ai pas du tout fait en mode autosuffisance, déjà parce que j'ai pas beaucoup de place pour le faire chez moi, et puis parce que je suis pas super douée pour ça non plus. Par contre, j'ai rejoint un jardin partagé sur ma commune, où là c'est super parce qu'on partage avec d'autres personnes nos astuces, nos légumes, toutes nos réflexions autour de ça. Et puis du coup, on a aussi un poulailler partagé qu'on a mis en place. Et ça me fait super plaisir de participer à ça. Donc en mode partagé, je trouve que ça, pour moi, ça a du sens et ça m'a beaucoup aidé à sortir de l'éco-anxiété, justement. Et donc ça te permet d'avoir des légumes de saison, où tu arrives quand même à avoir quelques petites récoltes? Oui, notamment là en ce moment l'été, c'est vrai que là pour le coup il n'y a presque pas besoin d'aller faire de courses. Par contre le reste du temps je suis comme tout le monde assez dépendante. Moi je vais faire mes courses à la ferme locale ou au magasin bio. Et en hiver, on mange des légumes d'hiver. Et en février-mars, on en a ras-le-bol. Et c'est comme ça. Tout le monde. Voilà, c'est ça. Puisqu'on ne l'a pas dit, mais bien évidemment, tu prônes la saisonnalité des produits. Et même sur ton blog, c'est quand même toujours des recettes de saison avec des légumes qu'on peut trouver en ce moment même en magasin. Ouais, c'est une des choses sur lesquelles j'essaie le plus d'aider les lecteurs. Parce que bien souvent, quand arrive la 58e courgette de l'été, ou pire...
le 28e navet de l'hiver, ils en peuvent plus, ils savent plus quoi faire. Donc j'ai créé des pages effectivement où je référence mes recettes légumes par légumes. Les gens me disent que celles-ci, ils les utilisent pas mal. Ah bah c'est sûr qu'à la fin de l'hiver, quand tu as mangé des courges tout l'hiver, tu ne sais plus comment la soupe orange la cuisiner. La fameuse soupe orange. D'ailleurs, tu as écrit un bouquin sur les soupes il y a l'année dernière ou il y a 2 ans? Non, en fait, il est reparu il y a 1 an et demi, mais il est plus ancien, il doit bien avoir 5 ans ou 6 ans. Ouais. Et qui est très riche, donc qui permet aussi d'apporter un peu d'originalité dans le quotidien et de cuisiner des choses différentes. Ouais, moi, je considère que la soupe, c'est une super voie d'entrée dans la cuisine bio et végétale parce que c'est facile. C'est forcément de saison, enfin en tout cas quand on fait un petit peu attention, voilà, on se dit quels légumes j'ai, quelle soupe je peux faire avec. Et en fait ça permet de découvrir 2 ou 3 ou une dizaine d'autres ingrédients du placard bio qu'on n'a pas forcément chez soi quand on fait que ses courses au supermarché et qui permettent de faire des soupes mono-ingrédients ou presque. Par exemple moi quand je fais une soupe avec du fenouil ou de la courgette, enfin un légume qui est un peu blanc comme ça, j'aime bien mettre de la purée d'amandes blanches parce que ça apporte de l'onctuosité. Donc les gens traditionnellement ils vont peut-être mettre de la crème fraîche. Moi, j'en utilise pas, je mets de la purée d'amandes blanches. Et du coup, les gens achètent ce pot de purée d'amandes. Et après, le cheminement suivant, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre que de la soupe avec. Et donc, c'est une bonne voie d'entrée, je trouve, vers ce type de produit, quoi. Et puis, les soupes, pour le coup, il y a moins une fracture avec l'alimentation carnée dont on peut avoir l'habitude. Et le bol de soupe, il est similaire qu'on serve un bol de soupe complètement végétal ou avec un peu de viande, etc. Oui, et puis c'est simple, c'est vrai que l'alimentation végétale ou végane ou autre, on a un peu cette image un peu tendance branchée du Buddha Bowl avec plein de trucs dessus, des toppings un peu fous, des choses qui coûtent cher, des chips qui viennent de l'autre bout du monde aussi parfois. Ouais, des super aliments et autres. Et par contre le bol de soupe, bah non, en fait c'est vraiment inclusif, donc moi je trouve ça génial. Et pas cher. Bah oui. Est-ce que tu aurais quelques petites recettes ou ingrédients à partager avec les auditeurs et les auditrices de Basilic, des choses que tu as découvertes récemment ou il y a plus longtemps, n'importe? Alors, je pensais à 2 choses. Il y a un truc que j'ai découvert récemment et que je trouve vraiment chouette, c'est le chanvre. Les graines de chanvre, alors moi je les achète décortiquées parce que les graines de chanvre entières, elles sont assez rustiques sous la dent, il faut vraiment mâcher ou alors il faut les faire griller, germer, etc. C'est du travail. Si on les achète décortiquées, on peut faire des choses assez incroyables avec, notamment on peut faire une sorte de tofu de chanvre, juste avec des graines de chanvre décortiquées et de l'eau et une pincée de sel. Ça nécessite pas... donc quand on fait du tofu avec du soja, je sais pas si tout le monde a ça en tête, mais on utilise un coagulant qui s'appelle le nigari, qui va permettre au soja de cailler et donc de faire ce bloc qu'on retrouve après, c'est le tofu qu'on va découper en cubes, etc. et cuisiner. Et là, avec le chanvre, il n'y a même pas besoin de ce coagulant, puisque les graines de chanvre contiennent de l'albumine, un peu comme le blanc d'œuf, donc ça va se lier tout seul. Et moi, je mixe simplement ces graines de chanvre décortiquées avec de l'eau et une pincée de sel. Je mets ça dans une boîte hermétique, dans un cuiseur vapeur. Et 30 minutes plus tard, j'ai un tofu de chanvre que je peux découper en cubes et qui est bien meilleur. Enfin, le tofu de soja n'a pas vraiment de goût, donc il faut beaucoup le cuisiner pour l'apprécier. Le tofu de chanvre, il a une saveur noisetée que je trouve vraiment délicieux, déjà juste nature. Et puis en plus, c'est local, parce que le chanvre, on en cultive chez nous, le soja aussi. Mais je trouve ça chouette d'avoir d'autres alternatives riches en protéines et en oméga 3 aussi. C'est vraiment au niveau santé une sorte de panacée. Il n'y a pas vraiment de critique à faire sur le chanvre. Donc ça, c'est vraiment une découverte que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps et je m'en fais au moins une fois par semaine. Je trouve ça très très bon. La recette est sur mon blog. Et puis, il y a une autre recette que j'aime beaucoup partager, parce que souvent, les personnes justement qui ne cuisinent pas trop végétariens ont cette image que ça va être un peu sinistre, un peu austère, comme je disais tout à l'heure, l'assiette riz-carotte, typiquement. Voilà, c'est pas fun. C'est pas génial. Et je leur rappelle souvent qu'il existe un truc qui est génial pour transformer radicalement son assiette, ce sont les sauces. On pense pas très souvent à cuisiner des sauces parce qu'on pense à faire la protéine, la céréale, le légume. Et en fait, il manque un liant et quelque chose de gourmand dans tout ça. Donc moi, j'aime bien faire une sauce à base de purée d'oléagineux. Par exemple, de la purée de cacahuètes ou de la purée de sésame qui sont parmi les moins chères des purées d'oléagineux. Donc j'en mets une bonne cuillerée bien bombée. Je délaye tout ça avec par exemple un peu de sauce de soja pour donner une saveur umami, une saveur salée. J'ajoute quelque chose d'un peu acidulé comme du jus de citron ou du vinaigre de riz ou du vinaigre de cidre. Ce que j'ai en fonction aussi du terroir vers lequel je veux aller, plus ou moins asiatique ou plus ou moins de chez nous. Et puis je rallonge simplement, ça peut être avec un peu d'eau ou avec un peu d'huile végétale. Après il y a des huiles qui sont hyper bonnes comme de l'huile de sésame toastée ou
ou autre. Je peux rajouter des épices, du gingembre, du cumin, là encore ça dépend. Et puis pourquoi pas une petite touche de sirop d'érable si on a envie de faire sucré-salé, tout ça. Donc c'est quand même un tout petit peu plus élaboré qu'une vinaigrette, mais pas tant que ça, on peut beaucoup changer les ingrédients qui sont dedans. Et là, quand on vient napper son riz carotte avec cette sauce à la cacahuète parfumée au gingembre, forcément l'assiette elle prend vraiment une autre dimension. Et on peut se rendre compte qu'effectivement, c'est pas forcément triste de manger végétarien. En plus, ça apporte ce qu'il faut au niveau santé, c'est-à-dire les protéines végétales, les bonnes matières grasses. Donc c'est une recette qu'on assemble en 2 minutes qui permettent de découvrir des ingrédients qu'on n'explore pas forcément sinon. Ça fait là encore une porte d'entrée un peu comme la soupe et ça change vraiment tout au quotidien. Donc j'aime beaucoup la partager celle-là. Prendre l'habitude de réaliser des sauces, effectivement. Et puis, comme tu le dis, une fois qu'on en a exploré une, on a tout de suite envie d'en tester d'autres avec une autre purée d'oléagineux. Exactement. J'avoue qu'à la maison, c'est un incontournable, ce type de sauce. En plus, ça fonctionne très bien, aussi bien sur les crudités que sur un plat qui aurait été cuisiné. Ça marche très bien avec les enfants. Tu peux faire une marinade et la cacahuète est très démago. Donc, personne ne rechigne. Donc c'est vrai que ça peut être très chouette. Tu as une rubrique sauce sur ton blog ou Il y a beaucoup de recettes avec des sauces. Et puis j'ai un moteur de recherche par ingrédient sur mon blog. Donc quand les personnes sont un peu bloquées avec, c'est souvent l'histoire de j'arrive pas à finir tel sachet de telle amarante ou autre joyeuseté dans mon placard, on cherche par ingrédient. Et là, il y a des idées qui viennent. Génial. Merci beaucoup Cléa. C'était super intéressant que tu nous emmènes un petit peu dans les coulisses de ce blog qui a donc combien d'années maintenant 17 ou 18, quelque chose comme ça. Donc voilà, de ce blog qui a 17 ou 18 ans que j'imagine les auditeurs et les auditrices connaissent forcément, mais de plonger un peu dans les coulisses et de découvrir ton parcours, c'était très chouette. Donc merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, Jeanne. À la prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.